Salut à tous. Ça y est, on est jeudi. Et si on parlait cinéma? Aujourd'hui, je vais vous parler de La Forme de l'eau, le dernier film de Guillermo del Toro. Au fait, vous êtes allé voir la vidéo sur la rétrospective de sa filmographie? Si vous y êtes allé, tant mieux, merci. Et sinon, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Pour l'heure, nous allons parler de La Forme de l'eau. Donc, Guillermo del Toro continue son avancée sur le cinéma fantastique, son regard sur ce genre cinématographique, avec encore une fois une histoire de monstre. C'est aussi un metteur en scène qui continue régulièrement à nous parler d'un thème qui lui est cher, c'est-à-dire que les apparences sont trompeuses. Et avec ce film, il met en scène trois personnages principaux. En l'occurrence, une jeune femme de ménage interprétée par Sally Hawkins, mais que vous avez pu voir dans l'adaptation des deux Paddington. Il met en scène également donc un monstre amphibien, interprété par Doug Jones, qui est encore une fois un des monstres de Guillermo del Toro. Et puis une sorte de militaire agent secret, on ne sait pas trop ce qu'il est vraiment, mais en tout cas interprété par Michael Shannon, que vous connaissez également pour être le méchant de Man of Steel, la nouvelle mouture de Superman. Alors ces trois personnages vont graviter encore une fois dans un contexte historique, puisque Guillermo del Toro est toujours fidèle à ce thème. Cette fois-ci, on est dans les années 60. Alors, avec ce film, Guillermo del Toro va tenter un pari fou. C'est vraiment un concept assez osé de nous faire accepter qu'une jeune fille, qu'une jeune femme plutôt, va s'épandre d'une créature. D'accord? Alors, c'est pas la première fois que l'on voit ça, puisque bien sûr, on pense immédiatement à La Belle et la Bête. Mais la différence, c'est que quand même, derrière la bête, il y avait un être humain. Puisque, rappelez-vous, c'était une malédiction qui l'avait transformé. Alors, on pourrait penser également à Édouard aux mains d'argent, de Tim Burton. Mais derrière ce personnage avec des ciseaux au bout des doigts, il y avait quand même Johnny Depp. Allez, je pousse le bouchon un petit peu plus loin, et puis vous allez y réfléchir un petit peu. Allez, pensons à Blade Runner, où Harrison Ford s'en allait avec une réplicante. Mais la réplicante, quand même, c'était Sean Young. Avec La Forme de l'eau, il faut accepter cette idée que ce monstre restera un monstre, c'est-à-dire d'apparence monstrueuse. Et donc, il faut croire à cette histoire d'amour. Alors, pour nous faire avaler la pilule, Guillermo del Toro va passer par plusieurs artifices. En premier lieu, il va nous faire une sorte d'hommage au cinéma, ou sinon emprunter à beaucoup d'autres films de certaines références. Alors, on pense tout d'abord à Jean-Pierre Jeunet. Pourquoi? Car le personnage principal, l'héroïne, est une sorte d'Amélie Poulain et également une sorte de Jacques Mayol du Grand Bleu de Luc Besson. C'est-à-dire des personnages qui sont renfermés sur eux-mêmes, donc effectivement qui ont des problèmes de communication, mais également qui dégagent une espèce de bonté naturelle, de candeur, des espèces d'adultes enfants. Ce personnage va graviter dans des décors qui rappellent également beaucoup la Cité des enfants perdus et Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet. Et donc c'est vrai que c'est assez troublant. Même la musique nous rappelle les films de Jean-Pierre Jeunet. Alors, le personnage du monstre également ressemble à s'y méprendre à la créature du lac noir de Jack Arnold. Et c'est vrai qu'avec ces références, Guillermo del Toro va essayer de nous faire avaler tout ça. Parmi les autres artifices, il y a également les seconds rôles. Alors, il va s'attarder beaucoup sur le personnage du méchant, interprété par Michael Shannon, la bonne copine de l'héroïne, interprétée par Octavia Spencer, que vous avez pu voir dans La couleur des sentiments, le voisin,
également de l'héroïne. Et donc, avec tous ces personnages, il va ajouter également une espèce de reflet sur l'époque qu'il retranscrit. En l'occurrence, nous sommes dans les années 60, donc il y a cette tension entre les Américains et l'URSS, donc cette guerre froide, cette fameuse guerre froide. Et puis, il y a aussi les tensions raciales, puisque, rappelez-vous, les Noirs à cette époque étaient bousculés par la police, ils essayaient de revendiquer leurs droits. Et c'est vrai qu'en conceptualisant le film, eh bien, Guillermo del Toro reste dans sa ligne de conduite. Mais il n'oublie jamais cette histoire romantique entre cette jeune femme et cette créature. Alors, parmi les nombreux artifices du film, Guillermo del Toro également va s'attarder sur d'autres genres cinématographiques. Donc un peu de polar, un peu d'espionnage. Et donc, il y a avec La forme de l'eau beaucoup de références qui, malheureusement, n'arrivent pas à s'emboîter comme il faudrait. Alors, je m'explique. Guillermo del Toro, d'habitude, arrive avec la conceptualisation de ses scénarios, arrive à impliquer en fait ces personnages dans cette conceptualisation. Et donc du coup, l'univers qu'il décrit sert de moteur aux personnages. Dans La forme de l'eau, on a plus l'impression que ces scènes sont mises bout à bout, là comme ça, pour essayer de créer une tension, de créer un suspense. Et donc du coup, Guillermo del Toro multiplie les sous-intrigues et jamais n'arrive à les faire aboutir. Alors quand il commence un semblant de suspense, eh bien c'est déjà terminé. Lorsqu'il commence un semblant de fond, sous fond d'espionnage, et bien là aussi c'est déjà tué dans l'œuf car rapidement expédié. On voit par exemple des personnages qui se donnent rendez-vous dans des ruelles et donc qui ont des discussions d'espions, mais en fait ça ne sert pas vraiment le scénario. On a l'impression que ce sont des séquences qui, si elles ne sont pas intégrées, eh bien ne changent pas vraiment la donne du film. Guillermo del Toro va s'intéresser également, comme je disais, au second rôle, et donc en les plaçant effectivement dans un contexte social. Alors, pour cela, il va caractériser tous ces personnages. Exemple, la bonne copine, alors l'héroïne, on va parler de l'héroïne. Tout d'abord, eh bien, elle est handicapée, puisqu'elle est muette. Son amoureux est d'apparence monstrueuse. La bonne copine est une afro-américaine. Le voisin est un homosexuel. Et le méchant, c'est une sorte de raciste, misogyne qui a du mal à communiquer. Et du coup, toutes ces caractérisations, en fait, ne font pas vraiment avancer le scénario. On a plus l'impression que Guillermo del Toro a voulu y mettre une certaine morale, c'est-à-dire que les apparences sont trompeuses, le monstre n'est pas vraiment celui que l'on croit, mais malheureusement, c'est trop marqué avec un gros marqueur rouge. Attention, voilà la morale du film. C'est dommageable, car tous ces artifices empêchent à cette histoire d'amour vraiment de prendre. C'est-à-dire que le film ne donne pas cette implication qu'on devrait avoir en tant que spectateur à apprécier, à vivre cette histoire d'amour. Pas de suspense, pas véritablement d'action. Les scènes soi-disant romantiques sont vraiment soit génialement poétiques ou affreusement ridicules. Je vous laisse le soin de faire votre opinion. Notamment cette fameuse séquence où les deux tourtereaux dansent ensemble. Alors vraiment, c'est la grosse interrogation. Et donc, du coup, Guillermo del Toro passe un peu à côté de tous les objectifs, on va dire qu'il a essayé d'amorcer dans ce scénario. À côté de ça, c'est un film donc, du coup, qui essaie de parler également de communication, puisque tous les personnages ont du mal effectivement à communiquer au sein
de leur propre intimité. La copine n'arrive pas vraiment à discuter avec son mari. Alors c'est une femme de ménage qui vit dans un milieu très modeste, puisqu'il faut bien le souligner. Le méchant également n'arrive pas à communiquer avec ses enfants, il n'écoute même pas ce que ses enfants lui disent. Et bien sûr, les deux personnages principaux, certes, communiquent, mais par signaux interposés. Et donc, c'est vrai que la communication est un vecteur très important dans ce scénario, mais pas assez développé comme tout le reste du film. Alors, pour terminer, j'espère que Guillermo del Toro ne va pas attraper le syndrome qui a touché quelques grands metteurs en scène. Alors, je pense notamment à Tim Burton, au moment où il nous fait Alice au Pays des Merveilles, par exemple, à Quentin Tarantino, quand il fait Les 8 Salopards, ou encore M. Night Shyamalan, quand il nous a fait Phénomène, ou After Earth, c'est-à-dire de très grands metteurs en scène qui, à un moment donné, ont privilégié la forme. Donc la forme de l'eau, effectivement, est très bien réalisée. Hein, attention, c'est beau à voir et tout. Mais malheureusement, privilégier la forme au détriment du fond, qui finalement sonne assez creux. Et oui. Donc, la forme de l'eau, vous l'aurez compris, très très mitigée, plutôt déçu. Espérons que Guillermo del Toro va nous revenir en pleine forme. Et ben ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Et surtout, salut!